Il est 7 heures. Bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit pour l'essentiel de l'information. Dans un instant, vous vivrez les gros titres de la presse pour le compte de ce mardi. Nous rappelons que c'est le service minimum avec les rédactions de la presse écrite en plateau. Beaucoup de sujets à aborder avec nos invités, avec les membres du forum de discussion et les rubricards d'Actu Matin. Des logements sociaux à bâtir, des routes et aéroports à construire. Les motifs qui autorisent l'État à vous exproprier sont bien nombreux et lorsque cela arrive, c'est parfois le combat de toute une vie qui s'écroule. Les exemples sont légion ces dernières années et ça ne s'arrêtera peut-être pas. Des propriétaires et acquéreurs se trouvant dans l'emprise des infrastructures à réaliser, contraints de vider les lieux en compensation. Une indemnisation, un dédommagement. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a approuvé des montants pour soulager les victimes d'expropriation. Il nous donne de revenir ce matin sur le sujet. Victorien Kouglenou est le directeur de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il est l'invité du forum à partir de 8 heures. Mais où s'arrêtera Angélique Kidjo? Elle ne cesse de remplir sa vitrine de trophées. L'ambassadrice mondiale de la musique béninoise a pour sa 4e fois remporté le Grammy du meilleur album de musique du monde. Son sacre a inspiré le chroniqueur Moïse Dosoumou. Angélique, notre diva, ce sont ses mots. On va le retrouver dans une dizaine de minutes. Nous évoquerons également la menace du moment au plan mondial, le coronavirus qui sévit. Le bilan monte en Chine. La maladie gagne plusieurs pays, fait des victimes dans le monde. Au Bénin, le ministère de la Santé s'est prononcé et rappelle les réflexes qu'il faudra désormais avoir. Mais à côté, le Nigeria, eh bien, la fièvre Lassa a fait déjà une trentaine de morts. Ici, des mesures sanitaires sont prises. À suivre le mini-journal dans un instant. Et c'est Wahab Alipara qui fera également ce service minimum. Merci de nous choisir pour vous informer. Une courte transition et je vous retrouve pour la une des journaux. Cœur de la ville de Baragou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Premier rendez-vous sur Actu Matin, la une des journaux. Il est avec nous, Wahab Alipara. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Les premières informations ce matin avec fraternité, indépendance énergétique. Le Bénin règle ses factures à la CEB. Une ardoise de 65 milliards de francs CFA et pongée de nouvelles offensives pour de meilleures perspectives. Recrudescence des maladies virales. La fièvre Lassa fait 29 morts au Nigeria. Le Bénin sur le qui-vive. Les 7 recommandations du ministre de la Santé sur le coronavirus. Angélique Kidjo, un Grammy Award de plus. Un Grammy Award de plus. Une légende qui s'enracine. Angélique Kidjo, notre diva, c'est le titre de la chronique signée Moïse Dosoumou. À la une maintenant de Le Matinal, épidémie de pneumonie, les mesures préventives contre le coronavirus, des directives données à l'ANAC et à la communauté portuaire. Mission économique et stratégique du chef de l'État à Washington, les administrateurs béninois du Fonds monétaire international et de la BM adhèrent aux réformes. Matin libre, perspective des communales, que mijote l'opposition, s'interroge le journal. Commune de Bopa, le bloc républicain au bord de l'éclatement. Toujours une interrogation à la une ce matin de Matin libre.
Le télégramme à présent, élection communale du 17 mai prochain, liste des 11 partis politiques à jour. Voici les pièces à fournir. Après son audition à la Criette, le général autoproclamé Faletti déposé à la prison civile de Misrete. La boussole pour leur bon positionnement sur les prochaines listes électorales. Badama Sirachidi et Adambi scellent un pacte avec les femmes et les jeunes de Parakou au nom du bloc républicain inculpé pour des faits de violence, de vandalisme et d'incitation à la révolte. Le général autoproclamé Faletti séjourne désormais à la maison d'arrêt de Misrete. Soleil levant, regard d'un Béninois de l'extérieur, Thierry Gandaro, sur la gouvernance actuelle. La diaspora béninoise valide les réformes. Talon, le Bénin est en train de changer et va changer selon Thierry Gandaro. Patrice Talon aux États-Unis. Voici les principaux rendez-vous du chef de l'État. Quotidien L'Observateur, l'honorable Patrice Nobimé à Baudrenfort au sujet des municipales de 2020. Nous devons confirmer la suprématie de l'Union progressiste au soir du 17 mai prochain. Retour aux sources d'un digne fils d'Agoué, les nobles ambitions de Oswald Akpali pour Grand Popo. Municipalité et communale de 2020, le parti Restaurer l'espoir de Candide Azanaï à la quête de son récépissé. L'économiste à présent, développement économique et social du Bénin, ceux qui ont impacté l'économie en 2019. Le journal donne à voir les photos du ministre d'État Abdoulaye Biochane, la ministre de l'économie numérique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du cadre de vie et consorts. Transformation des économies africaines, 4 réformes à entreprendre selon David Malpass. Info Zénith, société, la tendance Bralès, s'habiller sans soutien-gorge, la nouvelle tendance à Cotonou, politique dans le département du Zou, bloc républicain, Koudra Mérou échange les vœux avec les militants de Hounli. L'investigateur du jour, éducation, partenariat, le tandem ISMA et INSTIC de l'UAC lance 3 nouveaux masters pro en communication. Palais Royal d'Agoué, Oswald Akpali, futur candidat du bloc républicain, présente ses vœux de nouvel an à Sa Majesté Sosa Foli Awon. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité, n'est-ce pas, qui revient sur l'indépendance et l'indépendance énergétique en référence donc à la dette épongée à hauteur de 65 milliards de francs CFA. Voilà, et c'est de nouvelles offensives pour de meilleures perspectives. Écrit le quotidien Fraternité ce matin, à lire en page 3 également, le message du ministre de la Santé sur l'épidémie du coronavirus et les 7 recommandations contre ce virus vous sont proposées par le quotidien. Fraternité aussi, la recrudescence des maladies virales au cours du mois de janvier. On parle de la fièvre Lassa qui fait 29 morts au Nigeria. Le Bénin est désormais sur le qui-vive. Vous restez donc avec nous. C'est une prestigieuse cérémonie dimanche 26 janvier dernier à Los Angeles aux États-Unis. Et de 4 pour la légende ou la légendaire musicienne béninoise, compositeur et chanteuse Angélique Kidjo. Elle a remporté le Grammy du meilleur album de musique du monde de cette cérémonie de Grammy Award. On rappelle que c'est la 62e édition. Eh bien, Moïse Dosoumou en parle dans un court instant. Il célèbre dans sa chronique notre diva. Mais avant, je vous présente très rapidement ce qui fera le bulletin de l'information, le mini-journal de tout à l'heure. Nous allons voir avec la régie les images, alerte maximale en Afrique et mesures préventives
face à l'épidémie du coronavirus qui sévit actuellement en Chine. Déjà, on y dénombre 2014 cas avec 56 décès. Il faut rappeler que c'est vu à la hausse le nombre de décès en Afrique. L'OMS suggère des pistes et fait des recommandations sur lesquelles s'alignent les pays du Sud. Les pays qui sont au sud de l'Atlantique, le Bénin y compris. Vous suivrez le message du ministre de la Santé. Et puis à Parakou, cette fois-ci, mobilisation des femmes autour du bloc républicain. Elles étaient plusieurs centaines venues de partout témoigner leur soutien aux leaders venus les entretenir sur les enjeux actuels et les combats à venir, histoire de les mettre en ordre de bataille. Le bulletin de l'information, c'est dans une dizaine de minutes. Ce sera avec Wahab Alikpara. Tout de suite, la chronique du jour. Angélique, notre diva, c'est ce qu'il écrit ce matin. Moïse Dosoumou, bonjour. Bonjour Christian, mesdames, messieurs, bonjour. Comme le vin, elle se bonifie avec le temps. En dépit du privilège de l'âge, elle ne cesse d'assurer. Plus les années passent, plus elle s'affiche comme une artiste authentique qui sait puiser le meilleur dans son inspiration afin de demeurer dans le hit parade. Le dimanche 26 janvier dernier, elle a une nouvelle fois hissé le Bénin sur le toit du monde. À Los Angeles, Angélique Kidjo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a de nouveau remporté le Grammy Award 2020 dans la catégorie musique du monde. Cette énième consécration, elle la doit à son nouvel album intitulé Célia. La 62e édition de cette prestigieuse soirée de récompense a consacré le couronnement du Bénin grâce à Angélique Kidjo, insatiable en termes de reconnaissance internationale de son immense talent. Rien que par son art, elle a su rendre fière ses compatriotes qui suivent ses prouesses de loin. 2008, 2015, 2016 et 2020 ont fait monter notre star internationale sur les plus hautes marches du podium du Grammy Award. Intéressé au premier degré par cette distinction, Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, n'a pas tergiversé avant d'adresser ses félicitations à la diva. Citation: « C'est avec beaucoup de fierté que j'ai suivi ce dimanche sur la scène du Staples Center de Los Angeles, notre compatriote, qui vient de démontrer toute la pluralité de son talent. Chère sœur, retrouvez à travers ces mots mes sincères félicitations et encouragements pour l'honneur dont vous ne cessez de couvrir le Bénin à travers votre brillante carrière. Le Bénin est simplement fier de vous. » Fin de citation. Cela aurait été d'ailleurs surprenant qu'aucune adresse officielle ne sanctionne ce coup d'éclat de la star. Mais après les mots d'encouragement, que fait-on afin que le Bénin, par le biais de ses artistes, tire profit de l'immense Angélique? Partie de son pays dans sa tendre jeunesse, loin des siens, Angélique Kidjo a su vaincre les préjugés et franchir les milliers d'obstacles qui l'empêchaient d'atteindre ses rêves. Comme elle, beaucoup sont partis en Occident à la quête du succès, mais sont demeurés de piètres anonymes dans leur art. Son mérite est d'avoir su travailler et consentir les sacrifices nécessaires pendant toutes ces années pour être et demeurer une référence dans son domaine de compétences. Elle dispose aujourd'hui d'une riche expérience et son image ainsi que son leadership sont recherchés dans les 4 coins du monde. Le réseau à son actif et les facilités qui sont les siennes peuvent également profiter à ses compatriotes musiciens non moins pétrés de talent mais qui peinent à décoller. Jean Adagbenon, Ians Dometok, Zénab Habib ou encore Cécimé, pour ne citer que ceux-là, ont grand besoin d'un mentor de la trempe de Angélique Kidjo. Pourquoi ne pas créer et renforcer le pont entre la diva et les jeunes artistes qui ne demandent qu'à affirmer leur art? Pour faire le parallèle, le ministre en charge des sports a si bien compris cet enjeu qu'il a fait appel à Jean-Marc Adjovi-Boko, alias Jimmy, en qualité de conseiller technique. Ancien capitaine des écureuils, cofondateur du centre de formation d'Iambars du Sénégal avec Patrick Vieira et Bernard Lama, il saura apporter son expertise pour la renaissance du football béninois. Rejeté et même tenu à l'écart pendant plusieurs années, il a maintenant l'occasion de donner le meilleur à son pays. Si Jimmy a été pour ainsi dire récupéré, Angélique ne saurait échapper à l'appel de son pays. Jean-Michel Abimbola, qui connaît bien le secteur de la culture, a l'étoffe pour relever ce défi.
vivement qu'il se jette à l'eau. Et voilà, c'était donc votre réflexion sur ce sacre, le sacre de la diva de la musique béninoise, devenue diva mondiale. Je veux parler donc de Angélique Kidjo. On abordera ce sujet avec les membres du forum de discussion tout à l'heure. Distinction, 4e Grammy pour la chanteuse Angélique Kidjo. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Nous les entendrons. Nous reviendrons également sur cette visite d'État du chef de l'État Patrice Talon aux États-Unis. Patrice Talon est à la conquête des institutions financières mondiales. On parlera de santé en international avec le coronavirus qui est devenu une nouvelle menace. Le ministre de la Santé s'est prononcé. Il a délivré un message que vous entendrez dans un court instant dans le bulletin de l'information et un grand rendez-vous à prendre sur ce plateau. Si vous êtes déjà dans le cas exproprié ou emmené à l'être pour cause d'utilité publique, eh bien le plateau de l'invité du forum vous sera bien utile ce matin. Nous chercherons à comprendre la compensation qui vous est due pour réparer le préjudice, indemnisation, dédommagement. Dans lequel des cas, il vous faudra désormais vous situer. Il est donc question ce mardi matin sur Actu Matin d'expropriation. Retour sur la décision du Conseil des ministres du mercredi dernier. Victorien Koublenou est directeur de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il est notre invité. Et puis, dans la deuxième partie, nous reviendrons en chronique santé sur l'insuffisance rénale, la dialyse, qui fait partie de la vie d'une dame. Elle nous fait un témoignage que vous vivrez avec Zakiat Latundji. Restez avec nous. Le bulletin, c'est tout de suite avec Wahab Ali Para. Des inquiétudes, oui, des inquiétudes en Afrique autour du coronavirus 2019 qui sévit actuellement en Chine. 2014 cas y sont confirmés avec 56 décès. À ce jour, au Bénin, l'on suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui invite à prendre d'importantes mesures de prévention. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a donné un point de presse. C'était dans la soirée d'hier lundi. Il invite la population béninoise à suivre certaines précautions. Afin de réduire les risques de contamination, je recommande à toutes et à tous l'application de cette mesure clé ci-après. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher ou de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Et enfin, dans les marchés d'animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et leur surface en contact avec des animaux et bien cuire la viande avant de la consommer. Par ailleurs, j'invite toute personne récemment revenue d'un voyage dans les pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines, et présentant l'un des signes de maladie tantôt cités, à appeler les numéros 95 36 11 04 et 95 36 11 02 du SAMU pour être pris en charge avec diligence. Mesdames et messieurs, l'épidémie de l'infection au coronavirus est certes grave et suscite une vive attention, mais je voudrais vous rassurer que tout le gouvernement s'attelle à y répondre efficacement. Toutefois, pour être totalement efficace, cette réponse nécessite la contribution de tous, le respect des directives par tous, l'application sans faille des mesures de prévention
pour nous protéger nos proches et notre pays. Enfin, je précise qu'aucun cas de la maladie n'a été signalé dans notre pays à ce jour et j'invite la population au calme, à la sérénité et à une totale collaboration avec les services de santé pour une gestion réussie de cette situation. Et voilà, vous venez de suivre donc les 7 recommandations à suivre contre le coronavirus. Et il faut rappeler qu'aucun cas n'a été signalé en République du Bénin, mais vous êtes invité à beaucoup de vigilance. Un audio WhatsApp circule depuis quelques jours sur des réformes au niveau du secteur de la santé dans le département de l'Atakora. Plus précisément, à Djougou, allons comprendre ce qui s'y passe. Wahabali Para. Oui, Christian, on peut légitimement parler d'une plaisanterie des temps modernes si on s'en tient aux explications du directeur départemental de la santé de la Donga. Cette note vocale anonyme allègue par exemple que le centre de santé de Djougou sera fermé. Il s'agit de fausses informations, rétorque le directeur départemental de la santé de la Donga, à qui nous avons tendu notre micro. Il nous donne des clarifications sur toutes les initiatives en cours dans son département pour garantir le mieux-être des populations. Mahmoud Zongo est au micro Canal 3 Bénin de Zakiat Latundi et de Elvis Tonoukouen. Ce n'est pas une préoccupation pour le gouvernement ni pour le ministère de la Santé pour le moment. C'est plutôt des spéculations inutiles, des gens qui distillent des informations qui ne tiennent pas debout. Nous avons 3 niveaux de pyramide. Nous avons au niveau des centres de santé, nous avons les hôpitaux de zone, nous avons les hôpitaux de référence, qu'est le CHD. Donc, nécessairement, vous comprenez que les coûts ne peuvent pas être les mêmes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Au niveau, nous avons fait un diagnostic. C'est par rapport à ce diagnostic que le gouvernement, le ministre de la Santé, a jugé bon d'apporter ces réformes au niveau. Nous avons érigé l'ordre de maths en hôpital mère-enfant et le CHD et les questions qui concernent la spécialité, certaines questions spécificités, donc les spécialités. Donc vous comprenez que pour ces réformes-là, tous les agents, nous sommes engagés pour ces réformes. Voilà les réformes qui sont engagées, qui sont en cours. Et ces réformes, nous avons eu l'adhésion de tout le monde, y compris la communauté. Donc, je ne vois pas, le gouvernement en a beaucoup. Nous avons eu des équipements. Nous avons eu la question principale qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment juguler la question des ressources humaines. Et c'est en cours. D'ailleurs, même avant qu'on ne fasse une augmentation de coûts, ça doit être sur toute l'étendue du territoire. Donc, le département de la Donga ne peut pas se lever unilatéralement et fixer un coût pour ses patients. Ce n'est pas possible pour sa population. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que ce n'est pas envisagé ni par quiconque, que ce soit par le gouvernement, ni par l'autorité aussi du ministère de la Santé, encore moins un directeur départemental. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de telles questions, je vous répète. Mahmoud Zongo, directeur départemental de la santé de la Donga. En titre, elles viennent de 58 quartiers de la ville de Parakou et se meuvent au sein d'une fédération acquise à la cause du bloc républicain. Dimanche dernier, elles étaient aux côtés des leaders pour procéder à un renouvellement d'engagement dans la perspective des échéances à venir. On va faire maintenant le point avec Ulrich Abalo et Aldo Baguidi. C'est désormais une affaire de mariage entre les femmes de Parakou et le bloc républicain. Le trio Adambi, Badamassi et Toko a réussi à sceller ce mariage et par la même occasion unir ses mamans au sein d'une même fédération, la Fédération des femmes de la commune de Parakou. Rassurer ces femmes de la solidité du bloc républicain pour les prochaines joutes électorales, les mettre déjà en ordre de bataille et œuvrer pour leur forte représentativité au sein de la nouvelle mandature du conseil municipal sont entre autres objectifs de cette rencontre. Et pour l'atteinte de cet idéal, il faut une union des différentes composantes. Nous voudrions qu'au terme de cette séance, que vous puissiez mettre un bureau unique, que vous ayez un seul bureau qui va coiffer toute la ville de Parakou et ses périphéries. Tous les quartiers de Parakou.
que toutes les femmes de Parakou, quand on va dire femmes de Parakou, qu'on sente que vous êtes toutes unies. Et quand une seule parmi vous va prendre la parole, qui est plus de... Non, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Les responsables l'ont dit et nous pensons que c'est validé ainsi par Allah le Tout-Puissant. Les femmes de la commune de Parakou s'engagent à se battre pour la cause du bloc républicain, mais elles ont tenu à adresser un message fort au chef de l'État. Elles demandent à Patrice Talon de peser de tout son poids pour une forte représentativité des femmes au sein des conseils communaux et municipaux. Nous voulons demander à nos chères autorités, à savoir l'honorable Rachidi Gbadamassi, le ministre Adam Bi et le maire Charles Tokor, de porter nos voix auprès du président de la République et lui dire que nous femmes, nous voulons aussi être dans les prochaines élections, c'est-à-dire dans les prochaines communales que nous voulons organiser. Nous, femmes de Parakou, voulons avoir aussi la majorité. Cette doléance n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. L'honorable Rachidi Gbadamassi a promis rendre compte fidèlement au chef de l'État et fait déjà des promesses à ces braves femmes. L'heure a sonné de vous retourner l'ascenseur. Vous retournez l'ascenseur, c'est de faire de vous les élus. Vous devez prendre d'assaut le prochain conseil municipal de la ville de Parakou. Vous devez être un membre du conseil. Nous voulons bombarder le prochain conseil municipal des femmes. Nous voulons bombarder le prochain conseil municipal des jeunes. L'union prônée entre les femmes de Parakou est désormais une réalité grâce au bloc républicain. Maintenant, les regards sont tournés vers le 17 mai prochain. Parakou, on y reste avec vous. Wahab Ali Para, la communauté islamique clame son soutien au chef de l'État. Oui, Christian, dans déjà les versets coraniques les plus révélateurs ont donc été évoqués hier, sinon en fin de semaine à Parakou. La démarche émane du Conseil des imams qui, par ailleurs, justifie son choix dans une déclaration mettant l'accent sur 7 points importants. Une liste de doléances a également été adressée au chef de l'État, ponctuée dans leur déclaration. On va suivre le point avec René Soglo. Obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Coran, Sourate 4, verset 59. Nous le remercions pour 7 bonnes raisons. La première, la réconciliation de la communauté islamique du Bénin, la construction au profit des pèlerins venant surtout de l'intérieur du pays en direction de l'Arabie Saoudite, d'un centre d'accueil avec toutes les commodités. La prise récente des réformes introduites dans le Hajj, réformes qui vont considérablement améliorer les conditions d'organisation du 5e pilier de l'islam. L'exécution dans la ville de Parakou du projet d'asphaltage qui transforme progressivement le visage de la ville, le renforcement des infrastructures de la SONEB, afin d'apporter de l'eau potable par le biais du ministère de l'eau et des mines aux populations de Parakou. 6. La nomination de plusieurs cadres de la ville à des postes stratégiques dans l'exécutif. 7. L'initiative de la construction d'un grand marché international dans la ville et dont le démarrage est éminent. Le début peut paraître difficile, mais la fin sera indiscutablement le bien-être durable et le développement de la nation. C'est pourquoi nous lui réaffirmons notre soutien indéfectible pour les réformes courageuses qu'il entreprend en vue de hisser notre pays au rang des grands pays de l'Afrique. Le bureau du Conseil des imams de Parakou et environ lance officiellement à partir de ce jour, 26 janvier 2020, et ce jusqu'à la fin de la période électorale, l'institution des invocations et prières spéciales pour la nation et pour le gouvernement du président Tahirou Talon. Chaque vendredi, et ce dans toutes les mosquées du mois de la ville, il y aura des prières spéciales pour la paix, la prospérité et l'émergence de notre patrie commune, le Bénin. Par ailleurs, nous sollicitons auprès du président de la République la création de l'emploi et l'emploi pour les jeunes, de microcrédits respectant les règles islamiques en la matière au profit de nos femmes. Et nous demandons à l'honorable Rachidi Gbadamassi et au ministre Sam Seydou Adambi
de transmettre notre invitation au président Patrice Talon pour la visite de la mosquée où il a reçu son baptême musulman. Qu'Allah le Tout-Puissant continue de protéger le président Patrice Guillaume Atanas Tahirou Talon et son gouvernement. Et nos prières ne lui feront jamais défaut. Et nous parlons maintenant de mobilisation pour les questions de développement. Nous vous emmenons très rapidement dans la commune de Djougou où une association de développement s'est créée. C'est exact, Christian. Dans des gens, c'est à travers un congrès constitutif. Les textes qui doivent désormais régir l'association ont à ce titre été amendés et adoptés. On va suivre le point que nous propose ici Régis Hippolyte-Agos. Convaincus du principe qu'ensemble on est plus fort et qu'on peut aller plus loin, les populations du 3e arrondissement de la commune de Djougou ont décidé de mettre ensemble leurs forces à travers un creuset pour travailler au développement de leur localité. L'association qui sera mise aujourd'hui sous les fonds baptismaux est un instrument de développement, un creuset fédérateur des filles et des fils de Djougou 3 pour une synergie d'action en faveur de ces populations. Elle est disponible pour accompagner tous les acteurs au développement, aussi bien étatiques que non étatiques ou privés, intervenant dans leur arrondissement pour le bien-être des populations. Une association de développement apolitique dont la seule vocation reste le bien-être des populations du 3e arrondissement de Djougou. C'est à juste titre que le représentant de Sa Majesté Pétoni Kodassis, roi de Djougou, et les différentes autorités présentes à cette Assemblée générale constitutive ont salué l'initiative, tout en priant pour sa pérennisation. Nous voulons voir notre arrondissement en plein essor de développement demain. Et je souhaite que les autres arrondissements emboîtent les pas de l'arrondissement 3 pour que l'association de développement de la commune ait sa base dans tous les arrondissements. L'amour du prochain est très important pour que nous puissions développer notre arrondissement. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu nous amène dans les travaux que nous allons commencer bientôt, que nous puissions ressortir avec un bureau constitué d'éléments forts, d'éléments fiables, des gens qui ont l'amour du 3e arrondissement. Après les discours protocolaires, place a été faite aux travaux en commission pour la lecture, l'amendement et l'adoption des documents de la nouvelle association, ainsi que pour l'élection d'un bureau dont les membres mesurent déjà la tâche qui leur incombe. À partir d'aujourd'hui, je vais poser les jalons pour que le jour du bilan, je ne ferai pas piètre figure. À partir de demain, je crois, je vais provoquer une réunion de concertation avec mon bureau et nous allons entamer l'initiation des projets. Je vais œuvrer pour que le genre soit vraiment de mise dans notre commune et pourquoi pas dans notre arrondissement. Les membres du bureau élu promettent ainsi de ne ménager aucun effort pour un réel développement de leur arrondissement. Culture et fête identitaire avec la 11e édition de Wemerwe tenue le week-end dernier. Le rideau est tombé dimanche dernier, donc une brochette de tête couronnée d'autorités politico-administratives et un parterre d'invités ont rehaussé de leur présence les festivités. Les détails de cette célébration de la 11e édition de Wemerwe dans ce reportage. C'est l'apothéose de cette 11e édition de la fête de Wemerwe. Amis, sympathisants, fils et filles de la vallée, dans la joie, ont participé à cette messe de l'Église catholique dite par Monseigneur Aristide Gonzalo. Une célébration eucharistique qui vient mettre fin aux manifestations de cette 11e édition. Dans son homélie, Aristide Gonzalo a invité toute la région Wémé à s'unir davantage pour le développement de la vallée comme l'a voulu le créateur de cette fête, le père Dominique Adeyemi. Il est heureux que les fils et filles de la vallée de l'Ouémé aient repris le flambeau pour continuer l'œuvre du père Dominique Adeyemi. Le Seigneur nous attendait au carrefour aujourd'hui pour nous exhorter à l'unité. En effet, que nous dit le Seigneur dans la deuxième lecture
à travers l'apôtre Paul. En fait, le message de Paul aux Corinthiens n'a pas vieilli. Ce message n'a pas pris une seule ride. Ce message est toujours actuel. J'oserais simplement dire que c'est au Wemenu que Saint Paul pensait déjà il y a 2 siècles quand il écrivait « Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage. » Au cours de cette célébration, le coordonnateur général de Wemekwe, Antoine Bonou, a fait le bilan du chemin parcouru et a rappelé les réalisations de Wemekwe grâce à la participation du peuple Weme. Pour cette édition 2020, nous avons pu, grâce à vous tous, construire et équiper entièrement un module de 3 classes, plus magasin et un bureau pour le directeur du CG d'Achonsa. Nous avons réalisé un forage avec un château d'eau et un mini réseau d'adduction d'eau au CG de Bonou 2. Un groupe électrogène au CG de Bonou 2. Nous avons aménagé les aires de parking et de repos pour les festivités au CG2 de Bonou, et ceci avec une grande contribution de nos frères de la commune de Bonou, que je vous demande d'applaudir fort. Nous avons pu organiser des séances de dons de sang afin d'accompagner les hôpitaux qui en souffrent. Dans ce registre, il nous plaît de mettre un accent tout particulier sur les dispositions très remarquables prises par le gouvernement pour lever certains goulots d'étranglement et faciliter nos allées et venues sur ce site. Autorités politico-administratives à divers niveaux n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Monseigneur qui nous invite à l'unité des fils de Weme, car un royaume divisé qu'on lui mène coup à sa ruine. Et c'est cela qui m'a le plus informé, que les fils de Weme soient vraiment unis. Le gouvernement, bien évidemment, ne pouvait rester à l'écart de cette organisation. Le gouvernement a joué sa partition de façon diverse. Et ici, en ma qualité de ministre de la Culture, je viens également marquer le fait que nous sommes réellement dans la valorisation et dans la révélation de nos cultures. Et vous savez à quel point la culture et le tourisme sont désormais au cœur de l'action gouvernementale et au cœur des projets de développement de notre pays. Donc c'est avec beaucoup de bonheur, une fois encore, que je voudrais souhaiter une très bonne fête à l'ensemble des Wéménous et à l'ensemble des Béninois et Béninoises et des étrangers qui, ici, nous ont rejoints sur ce site du CEG2 de Bonou. La coordination de Wemekwe donne rendez-vous aux fils et aux filles de la vallée à Dangbo en 2021 pour la 12e édition. Voilà, Christian, la 11e édition de Wemekwe a pris fin dimanche dernier. Notre bulletin matinal prend fin ici et maintenant. Voilà, 7h38 sur Canal 3 Bénin. Merci à vous, Akhabali Para. Rendez-vous de l'information à prendre sur Canal 3 Bénin. 13h avec Tanguy Agoye à la présentation du journal. Sur ce plateau, en début de deuxième partie, la chronique santé de Zakiat Latunji. Le témoignage d'une femme dont la vie a pris un tour qu'elle n'attendait sûrement pas dans cette émission depuis 7 ans. Elle est sous dialyse. Approchée par Zakiat Latunji, eh bien, raconte son quotidien impacté par des contraintes liées à son traitement. Restez donc avec nous. Nous aurons également un invité, l'invité du forum, Victorien Koublenou, directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Avec lui, on parlera d'expropriation que peuvent espérer les victimes des projets du programme d'action du gouvernement. Et puis, dans un court instant, ce sera le forum de discussion
discussion avec l'ensemble du plateau, Herman Anyambossou, André Dossa, Hakim Seydou, et puis Moïse Dosoumou. On parlera de la visite du chef de l'État Patrice Talon aux États-Unis, la distinction de Angélique Kidjo à la 62e édition du Grammy Award, et puis en inter la page santé sur le coronavirus. C'est bien la nouvelle menace. Restez avec nous. LBM, le carrefour des grandes marques. Début d'année musclé sur les chaînes des bouquets Canal+. Pour tout réabonnement jusqu'au 31 janvier, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Allez, c'est le moment. 15 jours d'action. Je ferai ça toute la journée. 15 jours de découverte. 15 jours des plus grands matchs. Quel but exceptionnel! 15 jours de fou rire. J'en ris, j'en rigole, j'en ricane. Il y a tellement de choses à voir sur les bouquets Canal+, qu'on vous offre pendant 15 jours. Tous les programmes. Ça fait plaisir aux yeux. Et toutes les chaînes. Waouh. C'est seulement en janvier, alors réabonnez-vous vite pour en profiter. Le plateau est installé. Bonjour le plateau. Akimé, Herman, André, bienvenue. Bonjour Christian. Voilà, premier sujet à aborder, c'est la visite du chef de l'État Patrice Talon aux États-Unis. Il s'est rendu donc à Washington depuis dimanche dernier pour 5 jours. Il aura donc à rencontrer plusieurs personnalités du monde des finances. Un voyage à caractère purement économique et stratégique. Patrice Talon est-il parti à la conquête de ces institutions de Bretton Woods? André Dossa. Oui, quand un chef d'État se déplace à Washington DC, justement dans le but de rencontrer le directeur général de la Banque mondiale, en tout cas l'ensemble des responsables de la Société financière internationale, rencontrer le PDG de Millennium Challenge Corporation, rencontrer Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. C'est fondamentalement pour repositionner son pays d'abord auprès de ces responsables-là, auprès de ces différentes institutions, mais également et surtout auprès des autorités américaines, parce que Mike Pompeo, c'est le secrétaire d'État américain, et lorsqu'il recevra Patrice Talon, ce sera essentiellement pour parler du Bénin. Donc, on peut estimer, on peut considérer que Patrice Talon, effectivement, est allé à la conquête de ces institutions de Bretton Woods pour renforcer déjà ce qui se fait par rapport au partenariat entre le Bénin et ces différents pays. Le FMI qui n'a jamais cessé d'accompagner, de saluer les efforts qui se font et qui, lors de ces différentes revues, souligne les efforts de réforme, les efforts notamment au plan interne, les sacrifices que les Béninois font aujourd'hui pour redresser leur pays, redresser l'économie. Je crois qu'il sera sans doute question pour Patrice Talon de demander plus d'appui, plus d'accompagnement, plus de soutien de la part de ces différentes autorités de la Société financière internationale. Oui, on sait bien souvent que lorsque le chef de l'État sort pour une visite d'État, il revient toujours au pays avec beaucoup de bonnes nouvelles, avec beaucoup d'accords de financement, de partenariats qui sont signés et mis à la disposition de notre pays, le Bénin. Oui, Moïse Dosoumou, pour cette visite de Patrice Talon, une énième sortie du pays, qu'attendez-vous? Personnellement, rien, pas quelque chose de particulier de cette visite-là. Le chef de l'État sait pourquoi il s'est déplacé. Et à mon avis, il n'est pas allé pour conquérir la Société financière internationale. Depuis des décennies, cette société nous accompagne déjà. Alors je pense peut-être que c'est peut-être pour recadrer certaines choses, peut-être pour orienter certains appuis, bien pour solliciter une autre forme d'assistance. Sinon, pour ce qui est de la conquête, c'est acquis depuis des lustres, ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire. Il faut plutôt renforcer, voire densifier, bien réorienter les choix. Maintenant, quant à ses attentes, je pense que c'est à son retour, quand le pot nous sera fait, qu'on verra si ce qu'il a voulu faire en se déplaçant a été réalisé ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne reviendra pas les mains vides. Forcément,
il y aura quelque chose à nous proposer en retour et c'est ce que nous attendons. On sait que le programme d'action du gouvernement est en cours de réalisation. Il faudra beaucoup de milliards pour accompagner, pour financer les grands projets. Est-ce qu'à travers cette visite du chef de l'État à Washington, on pourrait tout au moins s'attendre à ce que nous ayons un accompagnement plus spécifique, plus grand à Kimé Seydou pour financer le PAG? Non, je crois déjà que même sans le déplacement du président Patrice Talon, il y a que certains partenaires se sont déjà positionnés sur certains projets phares du programme d'action du gouvernement. C'est pour ça que je vais peut-être faire le point entre l'intervention de André et puis de Moïse pour faire constater que l'un mis dans l'autre, il n'y a que ce soit pour renforcer ou que ce soit pour, je dirais quoi, aller rencontrer les responsables donc, de ces structures financières internationales et consorts, il n'y a qu'au centre de cette démarche, il y a la remobilisation, la mobilisation des ressources financières pour l'exécution de biens de programmes au profit des populations que nous sommes. Et donc, l'un mis dans l'autre, le retour de Patrice Talon va certainement, je dirais, déboucher sur une sortie médiatique de points. Par rapport donc à ce déplacement, il y a donc en gros qu'on sait alors qu'il s'est déplacé que renforcement des liens avec les responsables des institutions de Bretton Woods ou recadrage et tout ce qui est autour, il y a qu'au centre, on se rend compte que ça sonne comme une remobilisation des ressources parce que c'est une évidence que nous en avons besoin et je veux bien souhaiter que bien ça impacte véritablement parce que là où nous sommes aujourd'hui, il y a bien de projets qui sont énoncés, qui sont annoncés bien évidemment. On a besoin des ressources. Quand on rassure le partenaire de l'utilisation judicieuse des fonds mis à disposition, ça participe quoi? Je dirais de ce que ces responsables vont être encore prêts à injecter de l'argent. Et en termes d'effet, je dirais, en ce qui concerne, je dirais, la gestion par l'exemple, il n'y a que d'autres également peuvent se repositionner, je dirais, sur ce tableau de financement et c'est nous qui sortirons donc bénéficiaires de cet achat. Donc c'est un déplacement qui aura forcément d'impact pour notre pays. Alors, par rapport au programme du Millennium Challenge, le Millennium Challenge Corporation, on parle du renforcement de l'énergie et on apprend que le chef de l'État est allé à Washington pour plaider, par exemple, la cause de 4 pays membres de la CEDEAO pour ce renforcement de capacités en énergie. D'abord, la visite de Patrice Talon à Washington, ça montre un peu l'intérêt que le Bénin a à collaborer avec ces institutions de Bretton Woods dont vous parlez, FMI, SFI et consorts pour faire plus global. Parce que effectivement, ces institutions, qui vous souviennent, quelques années plus tôt étaient décriées, étaient dénoncées comme étant des institutions qui ne sont pas forcément dans le même viseur ou n'ont pas pour viser de permettre à ces pays en voie de développement de se développer un jour. Donc ça montre en fait qu'effectivement, il y a eu du mieux, il y a eu du bon qui a été fait. Et donc ça permet à Patrice Talon de leur montrer que voilà, ce qui a été fait jusque-là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui va être fait désormais? Est-ce qu'il faut réorienter les choses? Est-ce qu'il faut en sorte que désormais, on ne puisse plus parler du FMI en tant qu'institution qui vient juste recadrer les choses et qui s'en va, étant donné également qu'il y a eu des notations qui, à peu près, ont montré que le Bénin est un bon élève en matière de gouvernance en Afrique et ailleurs. Alors donc, si Patrice Talon est allé dans le cadre du MCC, qui déjà accompagne le Bénin pour ce compact-là, au niveau de l'énergie électrique, je pense que désormais, c'est pour montrer la dimension, c'est pas africaine de l'homme qui va désormais défendre la cause d'autres pays de la sous-région pour faire en sorte que le Bénin ne puisse plus dépendre de la seule volonté d'un État qui un jour peut couper une centrale ou qui un jour et nous plonger tous dans le noir. Je pense que si on le fait comme ça, ça permet à ces institutions de regarder les choses, de montrer qu'ils peuvent nous accompagner. Ou elles peuvent nous accompagner. Voilà, son voyage ne va pas se limiter, André, Mona, Kimé et Moïse, à la rencontre hautement économique avec les responsables du monde de la finance. Mais Patrice Talon aura également à échanger avec les compatriotes béninois. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu à plusieurs reprises des manifestations que nous avons vues à Washington, notamment dans la période où il y avait l'instauration du système partisan, les élections législatives, il y avait beaucoup de manifestations à Washington. Que va-t-il leur dire? Que va-t-il dire à ses compatriotes, Moïse Dossoumo? Je pense déjà que quand un chef d'État voyage dans un pays où il y a des ressortissants, c'est la moindre des choses qu'il puisse aller à leur rencontre et les écouter. Souvent, ça se fait sous tous les cieux, ce n'est pas un fait extraordinaire. Ce qui pourrait peut-être leur dire, étant actuellement, disons, le garant du Bénin, c'est peut-être de les rassurer de ses bonnes intentions, de ses actions de développement et de tout ce qu'il y a autour. C'est peut-être de leur montrer qu'il n'est là que pour le bien du pays, peut-être de laisser tomber le passé et tout le reste, et d'orienter peut-être les choses vers un meilleur devenir pour le pays.
Un chef d'État ne rencontre ses concitoyens hors du pays que pour les rassurer, que pour leur demander au besoin de venir lui prêter assistance de par leurs compétences et tout le reste. Donc ce sera forcément un message positif qui va leur adresser. Un message positif, André Doussa? Oui, le chef de l'État, selon l'annonce faite par les services de communication à la présidence, c'est qu'il rencontre les Béninois en poste dans les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI. Et quand il les rencontre, me semble-t-il, c'est pour les mobiliser davantage, à accompagner le Bénin, à faire en sorte que le Bénin puisse profiter davantage de son partenariat avec ces institutions-là. Parlant du MCC, en fait, le Bénin plaide, particulièrement prend le lead aujourd'hui pour que on mette en place, il soit mis en place un programme régional pour le MCC, et l'orientation beaucoup plus ici est donnée aux infrastructures. En dehors de ce qui concerne spécifiquement le Bénin, qui voudrait que le MCC accompagne la facilitation des transports entre le Bénin et le Niger, mais le Bénin milite pour la mise en place d'un programme régional basé sur l'énergie. Donc, en gros, oui, Patrice, on veut rencontrer les Béninois qui sont en poste à la Banque mondiale, au FMI, etc., pour sans doute les convaincre, d'avoir leur parler de son action, faire un peu le point de ce qui se fait en ce moment au Bénin et les perspectives, et les mettre, donc les faire adhérer à ces actions-là et les mobiliser. Oui. Voilà. On va changer de sujet avec vous, Herman Parfait Agnamboussou. Oui, Angélique Kidjo, vous la connaissez bien, c'est la diva de la musique béninoise. Elle a participé donc à la 62e édition des Grammy Awards, qui désormais la consacre diva de la musique pour, disons, le meilleur album de la musique du monde. Alors, reste-t-elle reine incontestée de la musique béninoise, africaine et mondiale? Après 2009, je crois, oui. Ou 2009, 2015, 2008, 2015, 2016, 2020, je pense que ça fait la 4e fois qu'elle est consacrée à ce prestigieux trophée, les Grammy Awards, vous l'avez dit tantôt. C'est vrai que Angélique Kidjo, et vous voyez un peu dans la catégorie dans laquelle elle a été nominée, c'est musique du monde, et elle avait en face d'elle des Nigérians, des Guadeloupéens, des Hollandais, des Américains. Donc je pense que ça fait ce qu'un journal a appelé ce matin la consécration. Angélique Kidjo, oui, donc que tout le Bénin célèbre aujourd'hui, mais qu'il faut célébrer davantage, parce que effectivement les artistes qui se sont qui sont remarqués au plan international doivent pouvoir inspirer ceux qui sont ici au plan national, qui constituent aujourd'hui la pépinière de la musique béninoise. On sait quand même que la musique en Afrique aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens, ce sont les Nigériens, beaucoup d'artistes, hein, même au Togo, nous avons également des artistes qui émerveillent beaucoup, mais toutes les fois, c'est Angélique Kidjo qui remporte le Grammy Award. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Hakimi Seydou Ouseni? Non, la qualité de l'œuvre qu'elle présente, c'est ça que la question. Et puis l'universalité, je dirais, qui entoure ses productions et je dirais ses inspirations. Parce que oui, elle n'était pas la seule, je dirais, nominée, il y en avait suffisamment. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a rendu hommage aux concurrents immédiats et elle a l'assurance que désormais, exactement, elle a l'assurance désormais que la relève au niveau de la musique africaine, bien évidemment, est presque déjà assurée. Oui, moi, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est de savoir que, c'est-à-dire que c'est une compatriote qui performe à l'international, bien entendu, et le chroniqueur a bien fait de rappeler les années précédentes. Et mieux, c'est que c'est en langue nationale. J'ai été séduit que de voir, je dirais, des Occidentaux en train de reprendre, je dirais, le contenu le refrain, de la musique, paroles. Ce que peut-être moi, je ne pourrais pas faire avec Aizon. Ça veut dire que elle a tellement impacté qu'il y a la qualité qui a fait soulever des foules à l'occasion donc de cette cérémonie. En gros, Angélique Kidjo n'est plus à présenter, elle confirme tout le bien qu'on pense d'elle. Je vais bien espérer, comme le chroniqueur l'a dit, qu'elle commence par travailler à ce qui est bien. On est des Angélique Kidjo juniors au plan national,
Parce que oui, des sœurs, elle en a suffisamment, qui essaient quand même de faire leur petit brin de chemin. Est-ce qu'il y a des petits liens qui leur manquent pour que leur musique puisse prendre une envergure internationale? Je crois que oui. Et à cela, elle va pouvoir travailler parce que c'est de ça qu'il est question. Il faudrait qu'on dise qu'après Angélique Kidjo est bien, qu'on ne parle plus de la musique béninoise à connotation universelle, bien évidemment, parce que c'est ça qui fait la particularité d'Angélique Kidjo. Elle ne verse pas, je dis, dans des rythmes à durée 2, 5, 4 ans, 5 ans et puis c'est terminé, mais elle est beaucoup plus dans une inspiration qui va au-delà des frontières africaines. Donc c'est de ça qu'il est question. Comment est-ce qu'il faut travailler à cela? Et il va falloir que les ministères en charge donc, de ce volet de la chose puissent commencer d'y par travailler au retour. On a vu, je suis d'accord que le communiqué ait fait ce parallèle-là avec le retour de Jimmy au plan national aux côtés du ministre des Sports, Osvaldo Miki. Vous voulez aussi qu'André Kidjo revienne au pays s'il y a cette possibilité, exactement, s'il y a cette possibilité, il faut déjà commencer par y penser parce que des talents, nous en avons au plan national, mais il y a bien des choses qui leur manquent. André Doussa, est-ce que vous sentez Angélique Kidjo véritablement accompagner les artistes béninois? Je voudrais d'abord dire moi-même ma fierté de voir Angélique Kidjo continuer de briller, davantage révéler le Bénin. Vous comparez Angélique Kidjo à d'autres artistes qui pourraient avoir au Togo, dans d'autres pays africains. Angélique Kidjo fait dans la world music. C'est quand même cette dame qui peut tropicaliser des succès musicaux, je sais pas, américains ou d'autres pays ou européens, et ça passe. Vous voyez, quand vous voyez des gens reprendre des refrains de Angélique Kidjo, Mama Africa, c'est parce qu'ils se sont retrouvés dedans. Pourtant, elle chante dans nos langues, elle chante notre culture, mais elle a réussi à donner à cela une certaine, comment on va dire, universalité. Ce qui fait que ce soit occidentaux ou africains, on se retrouve aisément dedans. Quand on a interprété Blaireau de Bella Bello devant un parterre de dirigeants internationaux, et tout, c'est que forcément on a atteint une dimension internationale assez importante. Maintenant, la question par rapport à Angélique Kidjo, au-delà de cette fierté, c'est que moi, personnellement, je reste toujours sur ma fin concernant Angélique Kidjo, parce que je ne vois pas de la part d'Angélique Kidjo le niveau d'investissement au plan national d'un Youssou N'Dour, par exemple, qui pourtant est aussi un artiste ayant la même renommée que Angélique Kidjo, la même renommée internationale, le même succès pratiquement que Angélique Kidjo. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui à qui Angélique Kidjo pourrait tendre la main. On lui reproche le fait de ne pas accompagner les artistes béninois. Peut-être qu'elle fait un travail dans l'ombre. Ce travail, ce n'est pas un travail qui se fait dans l'ombre. Lorsque vous écoutez les jeunes artistes, il y en a beaucoup qui peut-être, me semble-t-il, ont tenté de se mettre sous la coupole dans l'escarcelle d'Angélique Kidjo et non pas souvent. On a vu aussi de faire un featuring avec. C'est peut-être parce que ces jeunes-là qui ont tenté ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas proposé quelque chose de vraiment de pertinent. Mais il faut souhaiter qu'Angélique Kidjo puisse vraiment venir investir et s'investir davantage pour accompagner les autres jeunes du pays. Il se dit que c'est parce que peut-être en son temps, elle n'a pas bénéficié de soutien, elle n'a pas eu de soutien au plan local. Mais n'empêche, quand on a réussi, d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il faut changer c'est toujours bien oui, Moïse de Soumour, que peut-on faire pour qu'elle revienne accompagner les artistes? C'est déjà la solliciter encore qu'à son niveau, j'ai l'impression qu'elle fait ce qu'elle peut, mais sans pour autant s'investir plus qu'il en faut. Déjà, à travers sa fondation, elle fait beaucoup pour l'éducation des filles et tout le reste. Mais pour ce qui est du secteur de la musique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Angélique Kidjo ne doit rien au Bénin. Si elle était restée ici, elle serait de la trempe d'un vieux international ou bien de Fedi à Sophie, ça s'arrêterait là. C'est parce qu'elle a quitté ici, c'est parce qu'elle a su donner le meilleur d'elle-même ailleurs qu'elle a su. Youssou N'Dour doit tout au Sénégal. Angélique Kidjo ne doit rien au Bénin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Du Bénin. Oui. La preuve, bien qu'elle ne doit rien au pays, que ce soit fait ailleurs, à travers son accoutrement, à travers ses chansons, c'est le Bénin qu'elle exporte. Qu'est-ce qu'elle a en retour de la part de combien de Béninois ont acheté des albums d'Angélique Kidjo? Combien de Béninois la soutiennent spontanément? Combien de Béninois relaient ses œuvres et tout le reste? Il faut dire la chose telle qu'elle sont. Ce n'est pas que cela suffit. Je prends l'exemple de Sagouan Danialou, qui a un projet de création d'une école de musique. Quel est le soutien qu'on lui a accordé? Malgré son immense talent, que tout le monde reconnaît. De manière officielle, qu'est-ce qu'on a pu faire pour celui-là? Quand je prends l'exemple de Feu Stan Toron, qui de par ses propres fonds a acquis une parcelle pour faire une école de musique, de quoi est-ce qu'il a bénéficié? Quand on voit tous ces exemples-là, c'est normal que les gens soient plus ou moins indifférents, mais que les gens soient réticents à venir au pays. C'est pour ça que je dis, quand ils ne viennent pas d'eux-mêmes, il faut aller les chercher, les rassurer, leur offrir les passerelles pour qu'ils puissent s'exprimer. Sinon, ce n'est pas évident que demain, spontanément,
qui viennent se jeter à l'eau et repartir. Il y a un certain nombre de raisons évoquées par Moïse Dossoumbou. Oui, qu'est-ce que vous en dites quand il dit qu'elle ne doit rien au Bénin? Ce sont des raisons pertinentes. Moi, je ne veux peut-être pas m'attarder sur elle doit ou ne doit pas au Bénin. Mais quand Moïse cite, par exemple, un certain Samoa Danialou, qui a sollicité. Non, je crois que c'est pertinent. Ça veut dire que si Samoa n'était pas le Samoa, c'est que même au plan national, c'est qu'on n'arriverait même pas à parler de lui. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, il a laissé tomber, je dirais, l'espoir d'attendre quelque chose, je dirais, un accompagnement peut-être étatique ou encore des bonnes volontés, et il s'investit lui-même. Aussi longtemps qu'il vivrait, qu'il a la possibilité, il va faire réaliser son projet. Ça, c'est de ça qu'il est question. Et donc, lorsqu'on pense ce simple exemple-là, on peut tenter d'expliquer le fait que, bon, Angélique Kidjo soit peut-être soit dans son couloir. Mais au-delà, moi, je pense peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement bien remplies par les jeunes pour qu'elles ne se sentent pas encore totalement concernées. Moi, je pense simplement à son accoutrement. Quand vous jetez un coup d'œil sur ce que nous envoyons comme clip sur les chaînes de télévision, franchement, ça ne donne même pas l'envie de venir aider quelqu'un. C'est-à-dire les jeunes filles là qui chantent. Vous voyez ce qu'elles... Non, mais 2 jours après, 3 jours après... Elles sont carrément nues. Celle qui est noire devient claire. Les clips de Angélique Kidjo, c'est qu'elle n'a jamais changé. C'est le seul temps que je la connais. J'ai vu des filles qui ont commencé teint noir, aujourd'hui ils ne savent plus c'est quoi le teint. Et vous voyez, c'est des choses comme ça mis bout à bout qui amènent peut-être certaines personnes comme elle de sa femme qui se disent mais attendez, ça verse dans de la facilité. Donc on n'a pas apporté un coup de pouce à ces personnes. Peut-être bien entendu, mais je continue pas à insister. J'espère que d'une manière ou d'une autre, il ne finira pas aider ceux-là, parce que dans le lot, il y a quand même de bons. Ça, c'est ça que la question. C'est de ces bons-là que moi je parle. Il y a des personnes, de ces jeunes filles, de ces jeunes stars en griffe que nous avons au plan national, qui quand même ont de la valeur. Si ces personnes-là... Des Cécimens, des Tom Métoc, des Zénababib, pourquoi pas, des Fatih et consorts. Si Angélique peut leur donner un coup de pouce, là, je suis preneur. Non, que dire que Angélique Kidjo puisse revenir au pays, aider la jeune crème de la musique béninoise qui est actuellement là, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a souffert... un ministère de la culture qui a désormais du play sur la planche. C'est parce qu'on a souffert personnellement pour être là où on est aujourd'hui qu'on ne peut pas attendre la main à ces plus jeunes. Je comprends que Moïse puisse nous dire, oui, c'est une dame qui a souffert, qui est partie du Bénin. Il y en a quand même qui sont au Bénin, qui effectivement ont souffert eux aussi, mais qui sont prêts aujourd'hui à attendre la main à ces jeunes-là. Je pense qu'Angélique Kidjo, pour aller à leur école, c'est déjà bien ce qu'elle fait pour ce qui est de la fondation qu'elle a créée et qui milite en faveur de l'éducation des enfants, des jeunes filles et tout, mais qu'elle aille plus, parce que ce qui restera d'elle, c'est ce qu'elle a laissé, comme aujourd'hui on la célèbre pour sa musique. Donc il faut qu'on puisse célébrer Angélique Kidjo après son départ. Et ceux qui doivent véritablement la célébrer après, ce sont ces artistes-là qu'elle réussira désormais à aider, à grandir. Voilà. André Dossa, en actualité internationale, oui, le coronavirus est la nouvelle menace, disons planétaire. À quel point devrions-nous nous inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce que nous ne vivons pas en autarcie. Nos frontières sont ouvertes et ici elles le sont vraiment. Lorsqu'on a un grand voisin comme le Nigeria, sur 700 km, je ne sais pas combien nous surveillons. Qui déjà, il faut le rappeler, il y a déjà 27 morts à la suite du virus Lassa. S'inquiéter, oui. Voilà. Il n'y a même pas eu plus que ça, il me semble. Donc il faut vraiment s'inquiéter. C'est-à-dire bien que le ministère de la Santé monte au créneau pour quand même, déjà dès le départ, donner quelques conseils aux citoyens. Ouais, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur de cette affaire. En Chine, on a mis en quarantaine toute une ville. C'est-à-dire, c'est des dizaines de millions d'habitants qu'on a mis en quarantaine. Moi, j'ai mon petit frère qui est là-bas. La ville de Wuhan. Wuhan, complètement mise en quarantaine. Ça veut dire qu'eux-mêmes, Chinois, ils n'ont pas encore réussi à maîtriser la situation. Pourquoi? Qu'en serait-il donc de nous autres 11 millions qui n'avons pas vraiment pas été suffisamment dotés. Ouais. Donc, je crois qu'il faut rester vigilant et respecter les consignes données par les autorités et peut-être prier par la suite pour que jamais ce virus ne nous atteigne. Justement, il était attendu que les autorités sanitaires du Bénin, en l'occurrence le ministre de la Santé, se prononce. Il s'est prononcé hier et il a cité une liste de 7 recommandations à observer. C'est suffisant? Oui, tout ne sera pas suffisant forcément, puisque le virus n'est pas chez nous. Ça viendra forcément d'ailleurs. On a appris qu'il y a un cas qui est en attente de confirmation en Côte d'Ivoire. Voilà. Si justement, et voir même les pays infectés, de chaque jour dans notre aéroport, des gens viennent de ces pays-là et viennent chez nous. Mais si l'un d'eux part malheur avec ce virus-là, ce serait un hécatombe chez nous. C'est pour ça que moi je me patientais depuis pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cette affaire au plan national.
Est-ce qu'on prend réellement les mesures qu'il faut, notamment au niveau de l'aéroport, du port, même des frontières terrestres? Est-ce qu'on fait suffisamment de bruit, de tapage autour? Est-ce qu'on a doté au moins les agents de santé de quelques outils, bien d'instruments pour leur permettre de réagir promptement justement à cette attaque-là? Vous voyez la grande Chine, avec son niveau de développement, elle peine à faire face à ce mal. Et si ça arrive au Bénin, c'est foutu. Donc je me dis, c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'on y pense, mais il faut intensifier les mesures au niveau des entrées du pays et éviter que cela nous entraîne. Alors, 2 petites mesures à observer. Il faut se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Deuxièmement, éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Oui, vous riez? Non, d'abord, vous. Il n'y a pas que ça, il y a également le port de masques. Vous ne l'avez pas fait. Non, je pense que c'est déjà que le ministre de la Santé puisse sortir pour nous dire quel est l'état des lieux en ce qui concerne ce mal-là. C'est vrai, c'est la Chine, mais c'est aussi le Bénin. Parce que, oui, le réchauffement, on voit sur le terrain la fois dernière, j'ai fait un reportage sur l'asphaltage. Il y a des Chinois qui construisent nos routes. Non, ils sont on ne sait pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Non, on ne sait pas d'où ils viennent. Je le dis, on ne sait pas d'où ils viennent. Je pense que, oui, c'est déjà bien qu'on prenne des dispositions, des mesures appropriées pour nous permettre à nos frontières et à nos aéroports de pouvoir soumettre les individus à cet texte. Je pense qu'il faut le faire. Il faut l'intensifier parce que, comme l'a dit Moïse, c'est la Chine, grande puissance, est en train de souffrir. Si ça vient au Bénin, je ne sais pas ce que nous... Oui, on va finir avec vous, Hakimé. Non, ce sont les mesures qui me font... Ce sont des mesures efficaces. Oui, très certainement. C'est-à-dire que... Attraper d'abord le coronavirus et on va essayer c'est depuis hier, j'ai lu les mesures... Les 7 mesures. Les 7 mesures. Il y a une mesure où on dit quand vous toussez trop. Moi je tousse depuis avant. Mais ne me faites pas peur sur le plateau. Si avec moi je me dis mais attention, il faut que on va te mettre en quarantaine, on va te mettre en observation. 95, 36, mettons quoi, 11 et 0, 4. Non, vous faites un peu plus sérieux. Non, vous êtes sérieux parce que vous toussez là. Je suis d'accord avec Moïse quand il dit que depuis l'apparition de cette maladie-là, il n'y a que oui. On n'a pas eu la réaction prompte parce qu'on n'a pas cette capacité certainement sanitaire pour faire face à ce coronavirus. C'est ça la question. Et donc, bon, les choses se seraient passées un peu plus tôt. D'une manière ou d'une autre, certainement que mieux vaut tard que jamais, on en parle désormais. Mais au-delà des mesures qui ont été énoncées, est-ce que véritablement au niveau des structures compétentes, on a pris les dispositions afin que chacun puisse entériner ce état de choses? Parce que oui, une chose est de faire une sortie médiatique, l'autre chose est de multiplier, je dirais, la veille, la vigilance et tout ce qui se passe sur les frontières. Je suis d'accord, quand on dit qu'il y a un cas, dont on attend la confirmation, l'information en Côte d'Ivoire, juste à côté ici. Il faut rappeler que cette personne, c'est une dame qui revenait également de Chine. Exactement. Et nous en avons suffisamment ici qui vont en Chine. La Chine, c'est la porte d'à côté. Hein. Nos commerçants, nos commerçantes vont régulièrement en Chine. J'en connais un qui, depuis avant hier, a dû, je dirais, annuler son voyage. Il n'est pas parti. Ceux qui n'ont pas eu, je dirais, la sagacité d'annuler le voyage et qui vont pour des raisons financières qu'on sort, qu'est-ce qu'on fait pour que véritablement leur retour soit contrôlé? Ça, c'est la grosse question qu'on se pose. Au-delà des mesures qu'on énonce, il faut compter sur la bonne volonté c'est ça, la bonne volonté de ceux qui voyagent et qui ont la possibilité de vous dire attention, je viens de la Chine, même s'ils ne le disent pas. Qu'est-ce qu'on fait quand ils arrivent? On sait un peu comment ça se passe, les contrôles au niveau des instances sanitaires. Donc, je suis d'accord qu'il y ait cette sortie médiatique, mais qu'on aille au-delà de la sortie médiatique afin que véritablement les dispositions, les batteries de lutte et de prévention soient mises en œuvre pour qu'on n'ait pas à la faveur d'une tour de Hakimé qui dit 48 heures, commencez pas à s'inquiéter. Alors, on rappelle que c'est une chauve-souris, selon les informations, c'est une chauve-souris qui est à l'origine du virus. Alors attention aux consommateurs de chauves-souris. Au-delà même des consommateurs, c'est que nous en avons suffisamment. Il y a des endroits où vous allez voir les chauves-souris qui prennent quartier et une chauve-souris, c'est un déplacement. Il y a des mesures. Il faut qu'on ne pas les viandes, pas les chauves-souris. Merci Herman, merci André, vous restez en place. Dans un instant, nous allons recevoir Victorien Kouboumi, directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. On parlera expropriation. On ne connaît pas ce qu'on appelle chauve-souris. On va gagner du temps, s'il vous plaît. On va gagner du temps. Que peuvent espérer donc les victimes des projets du PAG? Le gouvernement s'est prononcé le mercredi dernier. Moïse Dosoumou, merci beaucoup. Hakimé Seydou, on va vous retrouver en deuxième partie pour les sports. Tout à fait, Christian. Ce matin, c'est la question de la 24e édition du championnat d'Afrique des Nations senior masculin de handball qui a connu son épilogue. C'était bien dimanche dernier à Tunis. La compétition, Christian, a duré 10 jours et cette
achevé avec le sacre de l'Égypte. En deuxième actualité, ce mardi, on parlera du championnat national de basketball qui amorce donc la Super League. Ouais, exactement, qui commence donc le week-end. En attendant donc le démarrage de la Super League de Bénin, eh bien, on proposera dans Sport Matin, Christian, les différents clubs engagés pour le compte de cette saison sportive 2019-2020. Rendez-vous est pris dans une trentaine de minutes. Voilà. Oui, plus exact. Merci à vous, Hakimi, à tout à l'heure. Moïse Dossoumu, rendez-vous demain matin à partir de 7h. Mesdames et messieurs, restez en place. Le plateau de l'invité du forum, c'est tout de suite. Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Le plateau de l'invité du forum, Victorien Koublenou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue en plateau, vous êtes directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Nous allons parler d'expropriation, en compensation, on parle d'indemnité, on parle de dédommagement. Alors que comprendre dans tout ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais vous remercier pour cet honneur que vous me faites ce matin en m'invitant sur votre très beau plateau. Merci. Nous sommes certes un peu éloignés dans le mois de janvier. Vous m'aurez permis de présenter mes vœux à l'endroit de tous les téléspectateurs. Et surtout à l'endroit des expropriés. Exactement. Exactement. Et de leur dire que cette année sera une année de grâce et de bénédiction pour tout le monde. À vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de dédommagement, de compensation, d'expropriation, d'indemnisation. En réalité, tous ces mots se rapportent à des réalités foncières et à des dynamiques qui ne sont pas les mêmes. Parce que vous savez, lorsque vous êtes sur un périmètre donné, vous avez à la fois des gens qui sont, disons, titulaires de droits de propriété. Vous avez d'autres qui sont également titulaires de droits présomptifs de propriété. Il y en a également dans le lot d'autres qui n'ont pas de droit forcément, qui n'ont aucun droit, mais peut-être qui ont la possibilité d'utiliser en fait valoir indirect, autant que vous avez d'autres qui ont de l'usufruit et également d'autres qui n'ont aucun papier ou aucun acte sur les terres qu'ils occupent. Alors, lorsque vous êtes dans un contexte pareil, il y a des terminologies qui sont appropriées. Donc déjà, l'expropriation, c'est en fait une dépossession par la puissance publique d'une propriété. Est-ce que vous voyez? Elle n'est pas forcément volontaire. Et donc, de ce point de vue, ça se rapporte sur le principe juridique ou du droit foncier à des gens qui ont des titres de propriété, puisque vous n'êtes propriétaire que lorsque vous avez un titre de propriété. Mais vous convenez que dans notre réalité, tout le monde n'a pas de titre de propriété. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur maison, parfois des maisons cossues, de belles maisons, mais qui n'ont pas les actes de propriété là-dessus. Ce sont des actes aussi pas faciles à établir. Effectivement, jusqu'à un passé récent, avant l'avènement du chef de l'État et la mise en œuvre des réformes qu'il porte, effectivement, il y avait des difficultés énormes. Et puis, le titre foncier était un peu comme un mythe. Cela a été démythifié. Et cela n'était pas forcément aussi dû à, on va dire, au cours. Il y avait également les procédures. Et comme cela procédait de façon manuelle, il y avait beaucoup de difficultés à répondre promptement. Alors, revenons à la question que Christian m'avait posée pour dire qu'effectivement,
nous sommes dans une opération qui prend en compte tout le monde. C'est pour ça, effectivement, les thèmes que vous utilisez sont bien appropriés. Oui, dans le Conseil des ministres dont nous avons relevé, à cet effet, des expropriations pour cause du public sont nécessaires en application des dispositions légales en vigueur. C'est dans ce cadre que le Conseil a approuvé les montants d'indemnisation et de dédommagement des personnes affectées. Qui fixe les montants? Merci beaucoup. Mais avant de dire qui fixe les montants, vous avez fait référence. Et comment sont-ils fixés ces montants-là? Merci beaucoup. En fait, avant de dire comment et qui fixe les montants, comment ils sont fixés, vous venez de dire que le gouvernement, tenant compte des exigences et obligations légales, disons, rentre dans une démarche d'indemnisation et de dédommagement. Il ne vous aura pas échappé que la semaine dernière, depuis 2 semaines, pour être plus précis, à Adjoufou, en Côte d'Ivoire, vous avez vu comment les gens sont, disons, expulsés des terres, parce que l'État veut, bien entendu, aménager. Ici, ce n'est pas le cas, et il y a un encadrement constitutionnel, et ensuite de ça, le gouvernement, toujours soucieux de la régularité et de la légalité des actions qu'il mène, a effectivement mis en place le dispositif pour pouvoir aller de façon parcimonieuse à l'expropriation. Alors, c'est des opérations qui se déroulent en plusieurs étapes. Et ça, c'est pour dire comment et qui fixe les montants. Première chose qu'il faut faire lorsque vous circonscrivez un périmètre que vous déclarez d'utilité publique, c'est qu'il y a les études qu'on fait. Et ces études sont appelées les UFI, c'est-à-dire les évaluations foncières et immobilières. Là, on envoie un consultant sur le terrain. Et ce consultant, il a les expertises requises, éprouvées en la matière, généralement des experts immobiliers et des évaluateurs. Donc, ils vont sur le terrain pour aller recenser, bien entendu, les personnes qui occupent ce périmètre et également procéder au recensement des immobilisations qui sont contenues sur ce périmètre-là. Une fois que cela est effectué, ce sont ces experts qui déterminent, suivant des méthodologies bien précises, qui déterminent les coûts au mètre carré du foncier non bâti et qui effectivement également évaluent les bâtiments. Eh bien, on ne se lève pas seulement pour évaluer les bâtiments, il y a des références auxquelles on se réfère, excusez du peu, pour pouvoir bien entendu fixer les montants tenant compte de l'ouvrage, de matériaux qui sont utilisés et puis également d'un certain nombre de paramètres qui se rapportent au standing et qui permettent de déterminer les coûts, bien entendu, au mètre carré et également par superficie de constructibilité ou de construction. Alors, une fois que cela est effectué, la loi prévoit qu'une commission chargée de l'indemnisation et de l'expropriation soit mise en place pour pouvoir apprécier avec les consultants le contenu des rapports. Et compte tenu de ce que ce comité ou cette commission est composée également d'experts, les questions techniques se mènent au sein de cette commission. Je ne dois pas mettre sous silence le fait que la détermination des coûts se rapporte également à la loi des finances qui également dispose des valeurs foncières par zone. Donc c'est tout ça mis ensemble qui permet de déterminer le coût qu'on propose maintenant à l'adoption du gouvernement. Alors, le gouvernement a pris une décision désormais pour instaurer une certaine harmonisation dans le dédommagement des citoyens expropriés. Il y a eu beaucoup de frustration par le passé, je le dis en pensant par exemple à Glodjibé, où le dédommagement des citoyens a créé beaucoup de problèmes. Pourquoi n'avoir pas posé cet acte-là d'abord avant d'exproprier les citoyens de Glodjibé, ou alors est-ce que ça va être rétroactif? Merci beaucoup. Alors là, vous me donnez une occasion pour pouvoir rectifier un certain nombre de choses, notamment par rapport à Glodjibé. Il m'est arrivé, dans le cadre d'une assemblée de grandes personnes et des personnes concernées, de lancer un défi. Et le défi que j'avais lancé était de dire que il me plaît bien de savoir parmi les personnes qui étaient concernées ou personnes affectées par le projet de l'aéroport, il m'était arrivé de demander à des gens de me dire qui parmi ces personnes n'a pas été dédommagé au juste prix ou qui n'a pas été dédommagé au prix d'acquisition.
Tous ceux qui étaient 115 francs le mètre carré. Attendez, je vais vous expliquer en fait. Vous allez mieux comprendre de quoi il était question. Tous ceux qui étaient bien entendu concernés par le dédommagement ont eu à être dédommagés au-delà des prix d'acquisition. Je vais vous dire pourquoi en fait. En réalité, nous sommes dans un milieu rural et les terres ne sont pas évaluées en termes de mètres carrés, mais en termes d'hectares. Et tous ceux qui avaient acheté au départ, effectivement, l'avaient toujours acheté en hectares, puisque c'est des terres agricoles. Il n'y a pas les opérations d'aménagement sur le site. Et je rectifie en disant que les gens ont été payés à 2500 francs le mètre carré. Je vais vous dire également pourquoi on en est arrivé à avoir des gens payés au prix auquel vous faites allusion au mètre carré. 2500 le mètre carré, un hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Lorsque vous multipliez, vous êtes à 25 millions. Je vous assure que si vous allez acheter hectares, même à l'heure où je vous parle là, vous pouvez trouver des hectares à un peu moins de 20 millions là. Certains savent de quoi je parle. Et certains l'ont acheté bien après. Donc, ils ont été dédommagés même au-delà de ces espérances. Seulement que, lorsque vous vous éloignez au fur et à mesure du goudron, puisque c'est des zones, évidemment, de dédommagement, le coût que vous prenez ici même, là où nous sommes, vous savez, le coût d'acquisition d'un immeuble ici, ce n'est pas la même chose que lorsque vous allez vous évoluer vers Calavi derrière l'université et lorsque vous achetez une parcelle sur votre emplacement ici. Donc, il y a des paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc, lorsque vous éloignez, les coûts auxquels vous faites référence, c'est pour des parcelles qui sont situées à une dizaine de kilomètres de la voie inter-État, la route nationale inter-État. Donc, vous êtes en pleine zone profonde et des zones qui juste, bien entendu, torillent là-bas. En revanche, et il faut là nuancer mes propos. Mais avec l'avènement de l'aéroport, ça change tout. Je vais vous dire en réalité ce qui s'est passé. C'est pourquoi il dit il faut nuancer mes propos. Parce que nous ne sommes pas là encore pour mettre le couteau dans la plaie. Au contraire, nous sommes là pour féliciter et remercier les populations qui ont pu comprendre. En revanche, c'est que sur le site, il y a eu de la spéculation. Il y a eu des promoteurs immobiliers qui sont allés acheter des hectares, donc au prix du marché, maintenant qui ont procédé à des morcellements. D'abord, c'est une infraction, ce n'est pas permis par la loi. Parce que vous ne pouvez pas aller faire des opérations de remembrement ou de morcellement sur des terres à destination agricole. Alors, donc, ces promoteurs immobiliers sont allés acheter des hectares au prix du marché et ont spéculé en procédant à des morcellements et en coupant les hectares en parcelles. Vous comprenez qu'en allant vendre ou en allant acheter en parcelle une terre agricole, ça commence par devenir quelque chose de préoccupant. Parce que au moment où il s'est agi de dédommager, les conventions que les gens ont eu à produire ne sont pas forcément des conventions de sous-achat ou de sous-acquisition, mais c'est des conventions d'acquisition en test. Donc avant les opérations de morcellement, c'est tout banal. Lorsque vous achetez un hectare, 10 000 mètres carrés, vous l'achetez à 2 millions et vous procédez maintenant à un morcellement et vous commencez par vendre les parcelles à 500 000 francs. Vous comprenez, supposons que vous avez 20 parcelles, donc ça veut dire sans aucune servitude, vous coupez à des superficies relativement non moins négligeables, mais pour les cas que je suis en train de prendre, vous vendez à 500 000 la parcelle et vous multipliez ça par les 20 parcelles. Vous voyez déjà le montant que cela vous donne, vous êtes autour de 10 millions. Mais vous avez acheté votre hectare à 2 millions, comme je l'ai dit tantôt. Ouais, on ne peut pas spéculer. Monsieur Koublemou, il y a une question, c'est vrai qu'on va aller au-delà du cadre spécifique de Glodubé. Dites-nous, quels sont les éléments qui concourent à déclarer un périmètre d'utilité publique? Merci infiniment. En fait, parce que cette question est d'importance dans la mesure où parfois les gens ne comprennent pas du tout pourquoi telle zone est considérée comme devant abriter tel ou tel projet. En réalité, il y a plusieurs paramètres et critères qui entrent en ligne de compte, dont la configuration d'abord du site, en termes d'occupation et de planification spatiale. Il y a également l'accessibilité du site. On peut dire par exemple que pour une opération comme cela, sa desserte ne doit pas dépasser 5 km de la voie principale, ou 10 km, je le prends comme cela, ou 2 km, ou 1 km. Et donc, ensuite de cela, il y a d'autres paramètres techniques, géotechniques, peut-être il y a des prélèvements
qui vont être effectués après pour confirmer que tel site répond le mieux. Mais déjà, lorsque vous prenez la cartographie, puisque nous avons une très belle cartographie numérique aujourd'hui, vous avez des éléments de détail qui permettent de savoir que tel paramètre nécessité par tel projet est mieux, disons, trouvé à tel endroit qu'à tel autre endroit. Mais ce que les gens ne savent pas, et je crois que beaucoup de populations ont eu l'occasion de s'en rendre compte, moi-même qui suis ici, je suis sinistré. Hein, je suis sinistré et c'est fortuit. En réalité, un jour, j'étais là tranquillement et celui qui m'a vendu le domaine pour lequel je nourris beaucoup d'ambition pour un avenir. Pour les vieux jours. Je n'irai pas toujours dire vieux jours, mais pour un avenir sur lequel j'ai beaucoup de choses, me fait dire que, écoutez, M. Koué, il semblerait que votre domaine est compris dans le périmètre déclaré d'utilité publique sur lequel on vient de prendre un arrêté. Vous comprenez, je suis le directeur général de l'agence. Je suis chargé des expropriations. Et c'est là où j'appelle le directeur général de l'Institut géographique national et je lui demande, attends, tel périmètre, c'est où? Il a dit, j'ai dit, j'aime un truc là-bas. Et puis, il dit, c'est où? J'ai dit, je suis mitoyen à tel ancien ministre, j'ai appelé le nom. Et il dit, mais tu es au beau milieu du périmètre. Vous avez déjà dédommagé? Non, pas encore. C'est maintenant que le gouvernement vient de... Une petite question, c'est quand même important, monsieur le directeur général de l'ANDF. Pour la circonstance, c'est le site du marché de gros. Et tous ceux qui sont là-bas savent. Parce qu'on a eu le gouvernement exproprie beaucoup, vraiment énormément d'expropriations en ce moment. Mais il y a quand même des réserves administratives dans nos différentes collectivités locales. Pourquoi le gouvernement ne les utilise pas? Merci beaucoup. Je vais vous répondre en deux temps. Je vais vous répondre très bien, très rapide. Je vais lui répondre pour dire que lui et moi, autant que les gouvernants, si normalement vous regardez les gouvernants, je vais utiliser l'expression, vous deviez vraiment les plaindre. Parce que voilà des gens qui ont des projets pertinents de développement, qui doivent améliorer les conditions de vie des populations, mais qui sont confrontés et dont les élans sont entravés par la question foncière. Pendant longtemps, aucun gouverneur n'a voulu réellement s'attaquer à ce problème, comme c'est le cas actuellement. Alors, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est des situations qui annihilent tous les efforts de développement et qui posent la problématique réellement de notre régime foncier. Je vous ai dit tout à l'heure en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a un projet, on circonscrit le périmètre et on donne un délai aux gens et on leur dit de libérer l'espace. Bien évidemment, parce que la terre appartient à l'État. Je ne dis pas qu'il faut, bien entendu, déposséder les populations de leurs terres. Mais je voudrais que les populations, bien que touchées, y compris moi-même, bien que touchées, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que cela apporte en termes d'amélioration des conditions de vie? Et quand je mets ça dans la balance, je me rends compte que moi, je ne suis qu'un simple individu par rapport à l'intérêt général. Alors, le gouvernement, oui, exproprie beaucoup. C'est un vrai problème. Parce que ce pourquoi le gouvernement a pris les décisions tout récemment, et sans oublier que la question foncière a remis en cause les chronogrammes. Puisque tant que le gouvernement n'a pas avancé sur les dédommagements, le gouvernement est bloqué par la mise en œuvre des projets. Parce que le gouvernement est disons, soucieux de respecter les procédures. Et c'est ça qui a fait que je près d'un an déjà de retard dans le chronogramme. Alors, vous voyez, c'est près de 20 milliards, pour ne pas dire plus de 20 milliards qui doivent être mobilisés par l'État pour pouvoir aller payer les populations. Je vous l'ai dit, sur l'étendue du territoire national. Oui, justement, le Conseil des ministres du mercredi dernier, où le gouvernement a approuvé les montants, à partir de cet instant, à quoi les populations devront s'attendre? Oui. À partir de maintenant, c'est qu'il y a les voies autorisées, notamment des ministres, qui vont porter les montants du gouvernement à l'endroit des populations, le montant retenu ou validé par le gouvernement à l'endroit des populations. Et à partir de ce moment, on engage les procédures de signature des fiches individuelles et des paiements. Vous comprenez que... Ça va encore prendre du temps? Non. Désormais, ça va vite, puisque je vous ai dit, on est très en retard. Normalement, vous deviez, à l'aune de votre question, vous interroger de savoir comment le gouvernement va mobiliser tout cet argent-là. Et vous comprenez que c'est de l'insomnie.
les gens sont obligés. Une idée du montant à peu près. Je ne suis pas bien indiqué pour pouvoir vous communiquer. La population de savoir du fait les populations seront, disons, indemnisées selon les règles et conformément à la nécessité de tenir compte de certaines exigences prévues par la loi, c'est-à-dire le juste prix. Mais vous savez, le juste prix, il est toujours relatif. Parce que parfois, moi, j'achète une parcelle pour spéculer. Et lorsqu'on veut me repayer au prix d'acquisition ou un peu moins du prix d'acquisition, je le dis comme cela, parce que le marché aussi détermine les prix. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut acheter une parcelle à 5 millions et compte tenu des circonstances, des difficultés dans lesquelles la personne se retrouve, peut vendre ça à 2 millions, 3 millions, parce que la personne a besoin d'argent et met un prix et il n'y a pas de Merci. Merci beaucoup à vous, Victorien. Je voudrais terminer en remerciant les populations pour leur patience et leur présenter nos excuses pour tous les désagréments que les populations subissent. Merci beaucoup, Victorien Kouglenou, directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Vous étiez l'invité du forum. Restez en place, un témoignage à suivre avec Zakiat Latoudji. Et ce matin, nous allons parler d'insuffisance rénale. La dialyse fait partie désormais de sa vie, et ce depuis 7 ans. Vous entendrez cette dame. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. À la table du maire, le petit déjeuner est à partir de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou, en venant du cinéoc Péolois. La table du maire, satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Santé, acte 2 de notre série sur l'insuffisance rénale. Nous étions, depuis mardi dernier, en train de parler de la dialyse. Vous êtes avec nous, Zakiat Latoudji. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Christian. Voilà, je le disais depuis ce matin, il y aura un témoignage à suivre. Exactement. On va commencer déjà par nous rafraîchir un peu la mémoire sur ce qu'on entend par l'insuffisance rénale, puisque c'est l'insuffisance rénale qui conduit à la dialyse. Alors, quand on parle de l'insuffisance rénale, il faut savoir que ça résulte de l'évolution lente des maladies qui conduisent à la destruction des reins. Donc, c'est à partir du moment où les reins ne fonctionnent pas bien qu'on tombe dans l'insuffisance rénale. Et avec l'insuffisance rénale qui dure dans le temps, on se retrouve à un traitement qui pourrait être la dialyse, ou alors on demande une transplantation du rein, ce qui ne se fait pas partout, par exemple chez nous, ici. Alors, la dialyse nécessite, l'insuffisance rénale nécessite le recours à la dialyse, comme je l'ai dit, ou à la transplantation. Et dans 50% des cas, les malades de l'insuffisance rénale chronique vont vers une dialyse. Et cette dialyse-là se passe à l'hôpital. Avant de vous expliquer un peu le processus de déroulement même de la dialyse, parce que tout à l'heure, on va expliquer un peu comment est-ce que cette dialyse-là se passe. Les malades habituellement sont invités à l'hôpital 2 fois par semaine pour une séance de dialyse. Avec les images tout à l'heure, on comprendra davantage tout ce qui retourne de ça. Mais avant, je vous propose de suivre ce monsieur qui souffre d'insuffisance rénale depuis 7 ans. Et ça, c'est pour nous dire qu'en réalité, c'est pas parce que on souffre d'insuffisance rénale et qu'on a recours à la dialyse comme traitement que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde.
Et on peut bénéficier de cette dialyse-là pendant des années et des années, continuer à vivre, contribuer au développement de la société. On a eu justement le témoignage. 13 ans, hein? Oui, 13 ans. Oui. Donc ici, c'est 7 ans. Je vais vous inviter à le suivre. Il parle en langue nationale fond. Et juste après, vous allez nous donner des explications. Voilà, c'est ça. Oh, un petit souci avec le son de cet élément. Alors, pour peut-être revenir un peu sur ça, en fait, il raconte un peu son histoire. Tout a commencé comme un simple paludisme pour lui. Et donc, il ressentait... Vous savez, chez nous, d'habitude, quand on a un petit problème de santé, on est un peu fatigué, on a la température. Tout de suite, on dit que c'est le palud. On dit que c'est le palud. Donc, ça a commencé comme un simple paludisme. Et il a tenté de se traiter lui-même, donc automédication comme nous avons bien l'habitude de le faire. Il a donné du boulot par la suite à ses reins. Voilà, exactement, parce que, il s'est dit que c'est le palud, donc il peut traiter lui-même. Il a fait un moment et ça n'allait toujours pas. Les symptômes persistaient et donc il s'est retrouvé par la suite à l'hôpital. Son médecin même a tenté une prise en charge, a fait une prise en charge et ensuite on lui a demandé de faire un bilan de santé. Et c'est ce bilan de santé qui a révélé en fait qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau de ses reins et qu'il souffrait d'insuffisance rénale. À partir de ce moment-là, il a commencé un traitement plus approfondi et pendant 2 à 3 ans, son médecin l'a suivi et pour traiter son insuffisance rénale, mais la maladie a évolué et jusqu'à ce que le médecin décide qu'il faut passer à la dialyse. Et donc, quelques 2-3 ans après, il a commencé sa dialyse, le traitement avec la dialyse. Et depuis 7 ans, il va suivre ces séances. Il est bien en forme. Ces séances de dialyse. Il est mécanicien. Voilà. Et il continue ses activités normalement. Mais il nous a juste expliqué qu'aujourd'hui, il n'a plus la force comme avant. Parce que, il y a de ces tâches qui demandent vraiment de l'énergie. Il n'arrive pas à le faire. Ou alors, quand il est en train de travailler et qu'il sent qu'il est vraiment fatigué, il rentre chez lui, se reposer et après, il revient pour travailler. Alors, dans ce système de dialyse-là, parce que dans le système de dialyse, il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu. Il y a une machine, il y a un patient, il y a la fistule, il y a le filtre et c'est tout ça combiné qui donne ce qu'on appelle dialyse. Dans les détails, on va commencer par la machine et vous allez voir avec la complicité de la réalisation. Oui, Augustin Vidécon et toute son équipe à la réalisation. L'image, un peu l'image, à quoi ça ressemble quand on parle de la machine ultra sophistiquée parce que le patient, il reste... quand le dispositif, donc vous avez là la machine qui vient en fait jouer un peu le rôle de le rôle du cœur non pas du cœur, du rein plutôt, puisqu'ici on parle d'un dysfonctionnement au niveau du rein. La dialyse reste donc le principal traitement proposé aux insuffisants rénaux. Elle nécessite une courte intervention chirurgicale pour préparer les vaisseaux sanguins à bien supporter la filtration du sang par la machine. Donc, il y a une filtration. C'est toujours le sang du patient ou il y a le sang du patient qui passe par la machine, par un certain nombre de sites, un dispositif pour filtrer ce sang-là. Alors, pour que la dialyse fonctionne, ça commence d'abord par la machine et le chirurgien doit créer une fistule, c'est-à-dire coudre la veine sur la terre.
puisqu'il faut brancher la machine au patient à travers cette fistule-là que le chirurgien va créer. Alors, la machine ultra sophistiquée, pourquoi? Parce que ici, nous sommes dans une situation où les reins ne fonctionnent pas. Les reins ne fonctionnent pas. Et les reins sont comme le filtre d'un aquarium. Donc, on va essayer de caricaturer un peu la chose. Les reins qui sont comme le filtre d'un aquarium. Et lorsque celui-ci ne marche plus, tous les poissons commencent à aller mal. Vous avez l'aquarium. Vous savez bien que dans l'aquarium, il y a des poissons. D'accord? Et à partir du moment où le filtre de l'aquarium ne fonctionne plus, c'est que les poissons ne sont pas suffisamment oxygénés et ils n'arrivent plus à vivre dans l'aquarium. C'est un peu le schéma. Donc, c'est la même chose avec les reins. Quand les reins ne fonctionnent pas, c'est que tout l'organisme commence à se dérégler. Après la machine, nous avons le patient. Le patient qui doit être relié à la machine. Alors, une séance de dialyse dure 4 heures d'horloge. Le patient ne ressent rien de particulier et peut s'occuper normalement en lisant par exemple le magazine, en restant sur son ordinateur comme ce que nous avons là, en surfer sur sa tablette, avoir son téléphone portable en main. Quand on est dans un centre hospitalier qui a un dispositif approprié, il peut redresser son siège, mais quand le système n'est pas bon, c'est qu'il est obligé de rester allongé tout le temps. Ensuite, il y a la fistule pour l'hémodialyse. Ça, c'est le dispositif que le chirurgien met en place pour faciliter. Voilà, donc vous avez le dispositif du chirurgien pour faciliter vraiment le contact ou la relation entre le patient et la machine en question. Après ça, vous avez le filtre. Le filtre va venir, voilà, ça c'est le filtre où il y aura le rôle d'épuration de ce sang-là. Voilà. Ensuite, voilà, on a le patient, on a la machine et tout se passe pendant 4 heures d'horloge environ, à peu près. Donc, ce sont des maladies, l'insuffisance rénale fait partie de ces maladies-là qui évoluent de façon très, très silencieuse. Et ce qui est important ici, les conseils qu'on donne souvent, c'est d'avoir les règles d'hygiène de vie appropriées. Il y a de ces maladies qui facilitent l'installation de l'insuffisance rénale. C'est comme le diabète, l'hypertension artérielle. Et vous savez très bien qu'en guise de prévention par rapport à ces pathologies-là, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, manger sain, quand on dit manger sain, c'est manger pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré et adopter une bonne hygiène de vie, une activité physique régulière comme la marche, tout simplement, 15 à 20 minutes, sinon 30 minutes de marche par jour pourrait faire du bien à l'organisme. Je vois qu'il s'exerce déjà. Il faut le dire à Moufid Sabourin. En tout cas, je vois Moufid qui s'exerce sur le plateau, mais il ne s'agit pas de rester en studio pour dire qu'on est en train de marcher. C'est vraiment d'intégrer cette façon de faire dans notre mode de vie. Ça nous permet d'éviter le surpoids. Et ça nous permet également d'être en bonne santé. Voilà, merci pour vos conseils, Zakiat Latouji. Vous marchez combien de kilomètres par semaine? Non, par semaine, je ne sais pas, mais je fais quand même l'effort de marcher 3 fois par semaine, tout de même pendant environ 20 minutes. 20 minutes. Je fais 20 minutes à l'aller, 20 minutes au retour. Ça fait 40 minutes. Donc ça fait 40 minutes, 3 fois par semaine. Ça se sent sur vous. Pas toujours vous parce êtes que... en forme, là. Ah ouais, ça c'est vous. Merci Zakiat, merci beaucoup. On va vous retrouver mardi prochain dans la chronique santé. Très bonne journée et ce soir à la marche, s'il vous plaît. Restez en place. Les sports, il n'y a pas de souci, je vais vous accompagner. Très bien. Les sports, c'est dans un instant, mais très rapidement, on verra de quoi sera fait notre revue de presse avec Assiongo Kanyassiongo.
Spécialement aménagé pour des clients très exigeants, Millennium Popo Beach est un sublime cadre qui illumine vos séminaires et immortalise vos séjours. Réservé au 00229 95 85 91 22 94 01 66 55 69 52 33 33 69 52 44 44 ou contact @hotel-millenniumpopobeach.com. Millennium Popo Beach Hotel, au-delà de vos rêves. Dans une petite minute, les sports avec Hakime Seydou Ouseni, mais avant, la revue de presse qui va intervenir après la page sport ou le journal des sports. Nous allons voir son contenu avec vous. Bonjour, Asiongon. Bonjour, Christian. Oui. La fièvre Lassa sévit au Nigeria. Les journaux en parlent ce matin, tout comme le coronavirus qui est aux portes de l'Afrique. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, indique les mesures à prendre. Il en sera question dans la revue de presse au même titre que l'information donnée par le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, qui explique que le Bénin a épongé son ardoise de 65 milliards de francs CFA vis-à-vis de la communauté électrique du Bénin. Vous voulez parler donc de la CEB. L'information est à la une du quotidien Fraternité ce matin. Votre revue, ça fera combien de minutes? 5 minutes, 6 minutes environ. 5-6 minutes environ, d'accord, rendez-vous pris. Les sports. Voilà, nous allons prendre la direction de la Tunisie avec vous, Hakime Seydou Ouseni, pour évoquer la 24e édition du championnat d'Afrique des nations de handball. C'est bien ça, Christian. Il s'agit de la 24e édition vol désier du championnat d'Afrique des nations masculin senior de handball. La Tunisie n'a pas pu décrocher son 11e titre de l'histoire en finale face au pharaon d'Égypte. Les locaux se sont inclinés sur le score de 27 à 23 matchs disputés sur des détails, bien évidemment. Les Tunisiens ont essayé de rattraper les Égyptiens alors qu'à l'approche du dernier quart d'heure, le score était de 23 à 16, donc 7 points de différence. Ils se sont battus pour revenir à seulement 3 longueurs de leurs adversaires du jour, mais difficile de les rattraper. L'Égypte s'impose au finish et remporte son 7e titre de l'histoire. Faut-il rappeler, la 24e édition du championnat d'Afrique des nations masculins senior de handball s'est déroulé donc en Tunisie du 16 au 26 janvier de l'année 2019, 2020 pour faire précis bien entendu. Retour au Bénin, Christian, pour évoquer, on l'avait déjà annoncé donc à l'occasion de la première partie d'Actu Matin, la Super League, tout à fait, la Super League de basketball Bénin qui s'annonce à grands pas, Christian. Elle démarre samedi prochain. Mais en attendant, on propose aux amis téléspectateurs ici les différents clubs engagés pour le compte de la saison sportive 2019-2020. Nous avons donc au niveau des dames, MASPAC, c'est bien l'association sportive du port autonome de Cotonou Basketball Club, Renaissance Basketball Club de Cotonou, ASPAL, ça vient donc de Parakou, c'est un club et de la ville de Parakou, et puis Énergie de la SB2 engagée au niveau des dames dans cette Super Ligue de basketball. Au niveau des hommes, nous avons les clubs ainsi qu'ils suivent. Nous avons au total 5 clubs. Il y a bien entendu encore l'ASPA qui est représenté ici par les hommes. Nous avons aussi Elan de Porto Novo. Nous avons ASPAL. Ça veut dire que Parakou est représenté par 2 clubs au niveau donc de ces 2 catégories. Il y a Espoir de Cotonou et puis enfin nous avons Renaissance de Cotonou. Ce sont donc ces clubs qui sont engagés pour le compte donc de la Super League saison sportive 2019-2020. La compétition démarre donc le week-end prochain. Ce sera bien entendu ici donc à Cotonou. Et si tout va bien, dans Sport Matin de demain mercredi, nous aurons plus de détails avec le président de la Fédération béninoise de basketball. On va finir, Christian,
avec un retour sur le derby dont on a parlé hier. C'est l'un des derbys donc, du week-end dernier, comme temps pour la 15e journée de la Vital'Or à Ligue 1. Le derby s'est disputé du côté du campus universitaire d'Abomey-Calavi entre Énergie de la SB2 et puis l'association sportive du port autonome de Cotonou. C'était bien le samedi dernier. Et ce derby a connu la victoire des électriciens sur le score de 3-1 avec un doublé au passage de l'attaquant Jules Elegbede. Christian, à ce sujet, il faut retenir que c'est la première fois que ce joueur retrouve le chemin des filets en 15 journées. C'est donc un événement. La preuve que tout à fait, que les attaquants s'améliorent certainement au fur et à mesure que nous évoluons dans ce championnat. À la fin de la rencontre, eh bien, l'entraîneur nous a confié bien d'éléments à propos donc de ce joueur. Il ne sera pas seul et sera suivi de l'élu de ce jour. Je parle de Jules Elegbede. On va les entendre et on revient juste après. Je le dis, le compartiment qui a fait la différence ce soir, c'est l'attaque. Je ne vais pas vous mentir parce que mes attaquants ce soir, et je veux dire particulièrement celui qui a fait le doublé, depuis l'entame de ce championnat, plusieurs reprises il s'est retrouvé dans ces conditions, mais jamais il n'a concrétisé. Aujourd'hui, je crois qu'il est réaliste et il a fait le job comme cela se doit. Donc je crois que c'est à ce niveau que la différence a été faite, puisque à chaque match, nous créons souvent d'occasions, mais on en marque très peu. Ce soir, on s'est procuré et je crois que ceux qui sont devant ont fait le geste utile et puis la victoire est là. Bravo, bravo pour certainement, je suis content d'avoir pour le groupe, d'avoir réalisé cet exploit cet après-midi et plus particulièrement moi. Ça fait plaisir et ça fait du bien de faire gagner son équipe. C'est un travail qui a commencé depuis le début et je crois qu'il n'est jamais trop tard pour marquer. Et comme je l'ai dit, ça fait du bien de marquer, de faire gagner son équipe. C'est un travail du groupe et puis on a continué comme ça et ça a payé. Double buteur, c'était bien ce samedi à l'occasion d'un derby entre les électriciens de la SB2 et puis ASPAC, bien évidemment, et puis vous l'avez également suivi juste avant lui, c'était bien l'entraîneur d'énergie de la SB2, Mathias Adegnon. J'en aurais fini lorsque je rappellerai au passage que bien c'est terminé la phase aller, Christian, de la Vital'Or Ligue 1, même s'il y a encore 3 rencontres en retard qui seront disputées par Isaü, bien évidemment, qui était donc en compétition africaine, puisque Isaü n'était pas seulement sur le tableau donc, du championnat, il était aussi sur le tableau de la Coupe de la Confédération et sera bientôt également sur le tableau de la Coupe de la Fédération qui va démarrer très incessamment. Et puis il faut préciser que lorsqu'on met un terme donc, à la phase aller au niveau de la Vital'Or Ligue 1, au niveau de la Vital'Or Ligue 2, la compétition se poursuit. On aura des rencontres qui vont se disputer déjà ce mercredi et comme temps pour la 16e journée, c'est l'avant-dernière journée. Quelques affiches pêle-mêle avant de revenir en gros donc, sur les rencontres de ce mercredi. Espoir de Savalo jouera contre Zazira, ce sera donc du côté de Boycon. Requin de l'Atlantique éternel, ce sera du côté du stade René Pleven de Cotonou, ce sera à 14h. Soleil en temps de Candy, ce sera aussi au stade René Pleven, mais 2 heures plus tard, donc aux environs de 16h. Rodeo jouera Dynamo à Loko, Sataneka, S-Police à Djougou, Dynamique à Sos à Djougou. Et puis enfin, on retiendra que nous avons 2 autres affiches. À Vrankou jouera à Didja à Missérété. Et puis Dadje Football Club sera l'adversaire du Cavalier à Diakotomé. La dernière rencontre est prévue pour le jeudi prochain. Ce sera bien entre AS Cotonou et puis à Estado. La rencontre va se disputer du côté du stade René Pleven de Cotonou. Christian, c'était les sports. C'était les sports. Hakim Essedou Ousseni, merci beaucoup. Un coup d'œil sur notre pendule et nous voyons 8h51. C'est l'heure de suivre la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Dans les colonnes du journal La Fraternité, on peut lire que la fièvre Lassa fait 29 morts au Nigeria. Le Bénin est sur le qui-vive. Le journal explique que rien qu'au cours du mois de janvier, et plus précisément à la date du 24, il est dénombré 29 morts du côté du géant de l'Est, des suites de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Plus grave, ce sont 11 États de la République fédérale qui sont touchés, avec quelques 195 cas recensés. Forcément, du côté du Bénin, malgré la fermeture des frontières, cette information doit donner des sueurs froides aux autorités sanitaires, car, ajoute le journal, cette hausse de la pathologie au Nigeria qui coïncide avec la saison sèche peut facilement traverser les frontières. Pendant ce temps, l'épidémie de pneumonie coronavirus sévit actuellement en Chine, en France et aux États-Unis.
Pour protéger la population béninoise contre la maladie, informe le matinal, le ministre de la Santé est monté au créneau hier lundi. À cette occasion, Benjamin Hunkpati a rappelé les mesures préventives recommandées par l'OMS ainsi que les directives données à l'Agence nationale de l'aviation civile et à la communauté aéroportuaire dans le but de renforcer les mesures de surveillance sanitaire, de détection, d'isolement et de prise en charge d'éventuels cas suspects au niveau des frontières. Fraternité ajoute que le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, attire l'attention de ses compatriotes sur la pandémie. Cette mesures sont recommandées pour réduire les risques de contamination. Il s'agit entre autres de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool, d'éviter de cracher, de se moucher sur le sol, de se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Pendant que du côté de la santé, les responsables sanitaires s'activent pour contrer cette pandémie, le Bénin règle ses factures à la communauté électrique du Bénin, révèle Fraternité qui informe qu'une ardoise de 65 milliards de francs CFA est épongée. De nouvelles offensives pour de meilleures perspectives. En croit le journal, rapportant le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orula, qui confie qu'en moins de 2 ans, le gouvernement a remboursé toute la dette qu'il avait à l'égard de la CEB, soit une ardoise de 65 milliards de francs CFA, cumulée sur des décennies. Nous ne devons plus rien et nous avons en cours de financement des projets centraux, a insisté Alain Orula. Sur le terrain du développement socio-économique, le journal L'Économiste s'intéresse à ceux qui ont impacté l'économie en 2019 pour écrire que la République du Bénin a obtenu une croissance économique à hauteur de 7,6% en 2019. Cette performance constitue la conséquence du travail abattu par des acteurs de toutes les chaînes constituant l'activité économique du Bénin. À travers une sélection faite par sa rédaction, le journal propose un zoom sur quelques acteurs ayant véritablement travaillé au dynamisme de l'économie béninoise. Au nombre de ceux-ci, les ministres Abdoulaye Biochane, Dona Jean-Claude Oussou, José Didier Tonato, Romuald Ouarani, Gaston Dossoui, Modeste Kérékou, Aurélie Adam Soulé, Zoumarou. Dans le domaine de la politique, le mot d'ordre de l'Union progressiste pour ratisser large et rafler la majorité des suffrages aux municipales et communales du 17 mai 2020 est ouverture, rassemblement et organisation, renseigne ce jour quotidien l'Observateur. Le journal explique que ce cri de cœur est bien perçu par le député UP de la 16e circonscription électorale, Patrice Nombimé à Gaudranfort. Pour lui, la stratégie de guerre est peaufinée au niveau du Baobab et le défi est la confirmation de la suprématie de l'UP au soir du 17 mai 2020. Pour ce soutien du chef de l'État, la victoire de l'UP sera sans appel. Et de l'autre côté, ce sont les nobles ambitions de Oswald Akpali pour Grand Popo. L'information est relayée par le même journal qui écrit qu'à la tête d'une forte délégation des membres du parti Bloc républicain, Oswald Akpali était à la cour royale d'Agoué, une descente qui lui a permis de faire ses civilités à Sa Majesté Sosa Foli Aon, roi d'Agoué, et de lui exprimer son intime conviction en sa qualité de natif de la localité de prendre une part active au développement de la commune de Grand Popo par le biais des prochaines consultations électorales. Le journal ajoute que dans un langage franc et direct, le jeune politicien aux dents longues et membre du parti Bloc républicain a exprimé ses désirs de prendre une part active au développement de l'arrondissement d'Agoué en particulier et de la commune de Grand Popo en général. Merci de m'avoir suivi. Et voilà, c'était la revue de presse pour mettre un terme à votre émission matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Demain, nous serons mercredi à 7h. Nous allons nous retrouver avec toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion de cette émission. Merci et bonne journée. Au revoir.